Je suis Mylène Malachi, je suis co-responsable avec Xavier de l'axe 2 de la structure fédérative de l'action finance qui s'appelle Changement social et genre et l'égalité, qui depuis 3 ans maintenant organise des discussions scientifiques autour de la montée des haines et de la montée de l'extrême droite en France, en Europe et au-delà. Et nous avons souhaité collectivement de co-organiser avec le mois du genre, dédié cette année aux amours, un événement qui regrouperait en quelque sorte nos approches en nous intéressant à la progression conjointe du masculinisme et des idéologies réactionnaires, notamment dans le champ des affaires. Alors, le mouvement des incels, les incels, donc c'est célibataire involontaire en français, donc qui interagit sur les réseaux sociaux et qui, de plus en plus, constitue un danger pour les femmes et les minorités de genre en appelant à des attentats masculinistes, en faisant la promotion de manière très claire, a retenu ou retient de plus en plus, du moins en France, l'attention des médias, des mouvements féministes également, même si la prise de conscience politique des dangers que représente le masculinisme demeure tout à fait marginale, à part, on va dire, peut-être le Haut Conseil à l'égalité qui, dans son rapport de février 2026, a qualifié le terrorisme misogyne, je reprends leur terme, de menace réelle. Donc, parler des amours, c'est aussi mener l'enquête sur les attentes masculines, et pourquoi pas les attentes masculines déçues, en matière de relations intimes, de relations amoureuses, d'affects, je le disais, de relations sexuelles aussi, et de tâcher de comprendre que ça révèle, bien sûr, des rapports de genre, mais aussi de l'évolution des normes de genre. Et c'est bien sûr prendre à bras-le-corps la question du masculinisme et de son développement croissant, notamment, pas uniquement, mais notamment, au sein des jeunes générations. Alors, ces échanges sont anciens au sein de l'Université d'Angers, où il y a déjà beaucoup de recherches sur les questions d'antiféminisme et de masculinisme, mais on a voulu les continuer avec un focus sur justement ce développement du masculinisme via les réseaux sociaux. Et c'est dans ce cadre que Clotilde Pellary, qui est journaliste indépendante, que vous connaissez certainement, nous a fait le plaisir, encore merci, d'accepter notre invitation pour évoquer les résultats de son enquête qui a été menée au début des années 2020, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux » et paru en 2023. Donc, je me tais. Je te donne la parole pour 1 heure environ. Ensuite, on aura un temps d'échange d'une trentaine de minutes. Je précise toutefois que je vois les personnes qui se sont inscrites la balade sonore dernière de la journée quitte le territoire masculiniste. Il faudra donc nous quitter un petit peu avant 19h15, puisque vous êtes attendus au niveau de la maison de la recherche des étudiants. Et c'est vraiment une super balade, donc n'hésitez pas, juste après, très discrètement, et montrer à toutes les questions. Mais tout ira bien. Merci. Bonjour, bonsoir à tous et toutes. Je n'ai pas l'habitude d'une part autant de gens. Journaliste, c'est une activité plutôt solitaire en général, surtout dans le domaine internet. On va passer 1 heure ensemble. Je tiens à préciser qu'on va parler de sujets qui vont parfois être difficiles si à un moment donné vous avez besoin de prendre l'air bien. Et d'autre part, je fais beaucoup de blagues. Parce que je suis très traumatisée par le lycée. Ouais, d'accord, donc rigoler avec moi. C'est pas drôle, mais voilà, je fais beaucoup de blagues. J'essaie de rendre le sujet parfois un peu plus léger parce que c'est pas un sujet qui est très facile. Je me permets de me présenter. Je vous ai mis une photo photoshopée de moi. C'est important, elle date d'il y a 3 ans, mais j'ai une peau incroyable, full stylisée, full argenta. Je m'appelle Pauline Ferrari, je suis journaliste indépendante, ce qui veut dire que je travaille avec des médias qui acceptent mes idées, si possible pas dans la sphère Bolloré-Mystère. Et je suis spécialisée, ça fait pas beaucoup de monde, je suis en roulis ce soir. Je suis spécialisée en nouvelles technologies, questions de genre et de société, ce qui veut dire que j'ai un focus particulier sur les inégalités de genre sur Internet, les cyberviolences, et j'ai une obsession particulière pour les masculinistes.
Voilà, chacun ses passions du week-end. Et j'ai écrit un bouquin qui est sorti en 2023 qui s'appelle Formel avec des femmes, qui est une enquête journalistique, qui est paru en poche en 2025. Et j'interviens également dans les établissements scolaires, collège et lycée en région parisienne et en Seine-Saint-Denis, là où j'habite, pour parler de cyberviolence. Je fais de l'EVARS aussi maintenant, donc de ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité, ce genre de choses, et j'essaie de former les gens à ça. Voilà, ça c'est ma vie, mon avis. On va commencer peut-être par... On va me les faire entrer. PowerPoint, je travaille vraiment fort depuis 2 années. Je me fatigue. D'accord, c'est On va parler de masculinisme, mais je pense que c'est important qu'on se mette au clair un peu sur qu'est-ce que c'est que le masculinisme. Et même, en fait, si on veut être un peu scientifiquement correct, on va parler des masculinismes au pluriel. Alors, on commence. À chaque fois, je vous donne un petit contexte. Ça, c'est un reportage auquel j'ai participé à l'écriture pour Combini en 2023. Et on a fait une longue enquête d'1 an à peu près, où il y a eu de l'immersion, notamment dans des communautés catholiques intégristes qui apprennent à des hommes à devenir des vrais bonhommes. Fin de la blague, j'ai rien de plus à dire. Et j'aimerais commencer par vous présenter un premier personnage qui s'appelle Léo. Voilà, tout simplement. Je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui, c'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines, il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. On a voulu comprendre de quoi il retourne, donc on s'est infiltré sur le Discord pour mater les cours de Léo pendant plusieurs mois. Cours magistral, il répond aux questions qu'on lui pose. On vous a choisi quelques sonores pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vraie soirée entre mecs sur Discord à parler drague. Première scène, un jeune toujours qui pose la grande question, comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elle. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement. Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Ça, on vous laisse apprécier. Belle entrée en matière. J'espère que vous êtes content de passer votre soirée avec moi. Si ça vous intéresse, le reportage entier, genre à peu près 25 minutes, il est disponible gratuitement sur YouTube. Ça fait un petit moment qu'il est sorti et je trouve qu'il n'a pas eu l'écho qu'il devrait avoir, peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait en partie, et du coup ça me frustre. Mais voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? 3 vidéos mystères. On commence par la première. Ah, quelqu'un a vu le nom du fichier qui s'appelle alexichens.mp4. Petit contexte peut-être sur Alexis Chen. Alors Alexis Chen, c'est un ancien basketteur professionnel, Isaac de son prénom. Et Alexis Chen, en fait, il se définit comme coach de vie, coach en séduction, coach en investissement. Voilà. Et Alexis Chen, vous le connaissez peut-être parce qu'il s'est rendu assez connu lors d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes, parce qu'il a rage quit, il a quitté l'audition de la commission d'enquête au bout de 7 minutes. Voilà, logiquement, les auditions elles durent à peu près 1 heure, parce que j'ai été auditionnée à cette commission d'enquête aussi, mais ça n'a pas buzzé autant que Alexis Chen. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Comment peux-tu être un homme en 2024 et penser sincèrement qu'il est tout à fait normal de faire 50-50 au niveau du loyer? Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leurs repères. Je pense sincèrement qu'ils ont besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire qu'il devrait assumer pleinement, à 100%, son rôle de père et son foyer. Tu ne peux pas être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe ta dépense. Voilà, Alex, il fait beaucoup de vidéos comme ça. C'est des vidéos qui sont très intéressantes à analyser parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, il est avec son petit col roulé à la Steve Jobs. Il est devant un micro, on a l'impression qu'on l'interviewe pour un podcast. Spoiler alert, il n'y a personne qui l'interviewe. C'est interview.
Mais c'est une stratégie marketing qui est assez connue en fait dans le milieu des influenceurs de manière générale et puis j'ai envie de dire des influenceurs capitalistiques plus spécifiquement parce que on nous a appris dès le plus jeune âge aussi que les gens à qui on tendait un micro, comme moi, ont a priori une parole qui est légitime. Et donc, forcément, ça amène aussi une légitimité de sa parole et une scientificité de la parole. Et imaginez un ado de 14 ans qui tombe là-dessus, qui se dit « Mais ce mec, on l'interviewe pour un podcast ». Ça veut dire qu'a priori, c'est quelqu'un qui est important, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et puis, il a une stratégie que j'appelle la stratégie de la noyade, c'est-à-dire qu'il dit beaucoup de mots très vite, ce qui embrouille un peu le cerveau. Thaïs Descuffon fait exactement la même chose. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'influenceurs masculinistes ou non qui le font, c'est-à-dire qu'ils prononcent énormément de paroles ou avec des phrases très très rapides, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous ne comprenez pas forcément la clarté de la phrase et ça permet aussi d'embrouiller le cerveau. Deuxième compétiteur, la menace. La menace, là on est sur de la fake news scientifique pure et dure. Dans les pilules contraceptives des femmes, il y a des molécules d'oestrogène, etc. Tu vois, donc quand les femmes, donc elles ingèrent ces pilules-là, ensuite qu'elles vont aux toilettes et qu'elles les éjectent de leur corps, ces molécules d'oestrogène finissent dans l'eau du robinet parce que du coup elles vont dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration ne peuvent pas filtrer ces molécules-là, donc c'est oestrogène. Du coup, quand vous ouvrez le robinet, vous servez un verre d'eau et que vous buvez, vous buvez des oestrogènes. Donc en fait, c'est très mauvais pour votre masculinité. Non mais c'est réel. Ouais, tu sais qu'il y en a plein à qui j'en parlais de ça. Ils ne me croyaient pas. Je leur dis, tu me crois pas? Tiens, regarde. Ça fait des années que j'ai pas bu d'eau du robinet. Je fais pas de blague. Hein. Si un jour il m'attaque, c'est vous qui rigolez, c'est pas moi. C'est intéressant parce que cette fake news des oestrogènes dans l'eau du robinet, en fait, comme beaucoup de fausses informations, elle part d'un semblant de réalité, ou en tout cas d'une perception de réalité, qui sont qu'en effet, en fait, on vit dans un environnement qui est extrêmement pollué, où on a des perturbateurs endocriniens, des polluants éternels, et donc en fait, forcément, ça se base pour nous sur l'idée que pourquoi peut-être que ce serait pas vrai. Et ce qui est intéressant sur cette théorie du complot, c'est qu'elle a été propagée à l'époque, en 2015, donc elle est vieille cette théorie, par un conspirationniste américain qui s'appelle Alex Jones, qui a un podcast qui s'appelle InfoWars, et dans lequel, en fait, il criait non-stop « Stop making the frogs gay », donc c'est-à-dire arrêter de rendre les grenouilles homosexuelles, parce que à cause de l'eau, les grenouilles auraient des comportements homosexuels. C'est pas à cause de l'eau, d'accord? Voilà, c'est tout. Mais c'est intéressant de voir comment cette théorie du complot, en fait, elle a voyagé des sphères états-uniennes jusqu'aux sphères anglophones canadiennes, puis francophones canadiennes, donc québécoises, pour ensuite passer l'Atlantique. Et cette vidéo de la menace, elle date de l'année dernière. Donc en fait, en 10 ans, cette théorie, elle a continué à circuler, mais un peu dans les mêmes sphères, masculin-muscu, je dirais. Et donc, c'est assez intéressant parce que, là encore, on est sur la feature du podcast. Là, pour le coup, il y a vraiment quelqu'un qui l'interviewe. Mais il est bien habillé, il est dans son fauteuil, il est assez posé. On lui donne un micro. Donc, a priori, pareil, imaginez, vous avez 14 ans, vous tombez là-dessus. Potentiellement, peut-être que vous le croyez ce mec-là. Surtout qu'il a aussi l'assurance, on va dire, que ces influenceurs et ces youtubeurs, ces créateurs de contenu masculinistes opèrent pour tenter de convaincre leur audience. J'aimerais vous présenter une femme, pour finir, parce que je ne suis pas misandre, en fait. Une femme qui s'appelle Thaïs Descuffon. Ne dites pas oh non, elle est très gentille. Ou Anaïs Dutertre Descuffon, de son vrai nom, pardon. Thaïs Descuffon, ancienne porte-parole d'un groupuscule dissous en 2021 qui s'appelle Génération Identitaire, qui s'était fait connaître notamment pour passer ses week-ends à la frontière franco-italienne pour goûter les demandeurs d'asile et les réfugiés hors de France. Voilà, chacun ses occupations du week-end. Et qui s'était fait notamment connaître en 2020 pendant les manifestations en soutien à la famille Traoré à Paris, en montant sur un toit à République pour avoir une grande banderole avec marqué « White Lives Matter ». Voilà. Et vu que le collectif a été dissous, vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite qui sont dissous, mais en fait, ils ne sont pas vraiment dissous, c'est juste qu'ils se mettent après dans d'autres choses. Thaïs, elle a choisi une reconversion plutôt smart
puisqu'elle est devenue influenceuse et elle est devenue créatrice de contenu sur les relations hommes-femmes, principalement en s'adressant aux hommes. C'est pas tout le temps le cas des femmes dans ces cercles-là, donc c'est assez intéressant pour le noter. Y a-t-il une guerre menée contre les hommes? Pour moi, c'est oui. On voit bien qu'il y a un changement de société où tout ce qui est masculin est suspect, mal vu, soupçonné d'être dangereux, alors qu'il y a une préférence pour tout ce qui est féminin. La masculinité est toxique par essence, mais il ne viendrait jamais à l'idée de personne de parler de féminité toxique. Comme si l'homme était programmé pour faire le mal et la femme le bien. L'université, les médias, la culture ou encore le milieu du travail sont autant de domaines où il est assez mal vu en fait d'assumer une position d'homme qui s'affirme. Il y a quelques exceptions, comme dans le sport où les comportements dits machos sont moins critiqués, ou comme dans la rue, à condition qu'ils soient adoptés par des hommes issus de l'immigration. Vous savez, tout le long, vous dites, elle est juste antiféministe, et à la fin, le virage raciste et islamophobe, il arrive qu'on s'y attend pas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Voilà, ça me m'étonne toujours. Ça, c'est un peu pour vous montrer, parce que même si là, je suis face à un public que je crois avoir, j'imagine, assez connecté sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le cas de tout le monde. Et en fait, quand on parle de masculinisme, on peut se faire plein d'idées très, très différentes en fonction de ce qu'on voit sur le fil d'actualité. Et c'est, je pense, intéressant de savoir à quoi ça ressemble, un petit peu aussi, pour savoir de quoi on parle. Petite définition, quand on parle de masculinisme, si on en croit l'historienne du féminisme Christine Barr, très bien avec Angers, je peux comprendre, le masculinisme serait une branche de la pensée antiféministe. Moi, je vais un peu plus loin dans cette définition, dans le sens où j'estime que le masculinisme, c'est un mouvement social et politique de mise en pratique de l'antiféminisme. C'est-à-dire, c'est pas juste votre oncle a un repas de famille qui va dire « les féministes, elles saoulent, elles vont un peu trop loin ». C'est des gens qui font des choses. Il y a de la mise en pratique vraiment exécutante, quoi, pour faire régresser droits des femmes et des minorités de genre. Et quand je dis faire des choses, ça peut passer juste par mettre des commentaires sur Facebook, signer une pétition, aller manifester contre les droits des femmes et des personnes minorisées, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une mise en action et il y a quelque chose de l'ordre de vouloir faire régresser les droits des femmes et des minorités de genre. C'est pas juste s'y opposer dans le discours. Il y a vraiment la dimension d'acte. Vous demandez peut-être aussi comment ça se fait que le terme de masculinisme lui paraît être en miroir avec le terme de féminisme, ce qui peut amener des réflexions assez stupides du style « Ah, mais si les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme ?» Et de fait, comme si c'était en fait un pendant masculin du féminisme. C'est parce que le masculinisme, déjà, le terme apparaît par Alexandre Dumas, Messire, voilà, depuis les années 1800 et quelques, pour désigner des femmes qui étaient trop masculines. Déjà, moi, je trouve ça très drôle comme anecdote, mais surtout, dans les années 70, dans ce qu'on a appelé la seconde vague du féminisme, des groupes féministes commencent à faire ce qu'on appelle des réunions non-mixtes, donc des groupes de parole où elles sont entre femmes, où elles peuvent un peu parler de ce qu'elles ressentent, tout ça, et leurs copains, leurs mecs, leurs frères disent « vous faites ça, mais nous, en avant, on fait quoi ?» Elles ont dit « vous avez qu'à faire la même chose que nous », c'est-à-dire des groupes de parole entre hommes pour discuter de comment vous pouvez faire pour changer les choses au sein de la société. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas très bien passé, ces groupes de parole, sinon on n'en serait pas là. Dans ces groupes de parole, il y a un peu deux courants qui sont apparus. Un courant que moi j'appelle culturaliste, c'est, vous savez, comme l'expression de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, parce que la féminité c'est quelque chose qui s'apprend. De la même manière, on ne naît pas homme, on le devient, et la masculinité elle se construit, elle s'apprend. Donc eux, ils sont plutôt allés du côté des féministes. Et le courant plutôt essentialiste qui dit, si, en naissant en tant comme cisgenre, en fait, on naît avec un ensemble de droits, de devoirs, de privilèges sur lequel on ne doit pas renier, et avec cette vision qu'il y aurait une complémentarité des sexes. Et donc, le fait qu'il y aurait, en fait, les femmes seraient faites pour certaines choses, les hommes pour certaines autres, et les deux ensemble feraient une complémentarité parfaite. Et donc, il faudrait faire gaffe au mouvement féministe parce que ça pourrait tout simplement casser cette complémentarité. Et donc, les masculinistes, en fait, ont commencé à utiliser toute la grammaire et toute le vocabulaire et la manière de militer aussi des féministes en se l'appropriant, d'une part par une volonté de confusion linguistique. La preuve, il y a des gens qui sont assez persuadés que le masculinisme, c'est le féminisme masculin. Et dans une autre volonté qui est que, en fait, les mouvements féministes
généralement, les moyens d'action, les textes théoriques, la manière de penser les choses, ben, ça marche bien en fait. Les mouvements féministes sont assez forts en matière d'organisation, de faire des actions qui sont fortes, etc. Donc les masculinistes n'avaient qu'à reprendre un peu ce qui avait déjà été fait. Ce qui fait qu'à partir des années 90, on commence à avoir en fait des phénomènes, à chaque fois qu'il y a des avancées pour les droits des femmes et des minorités de genre, un phénomène de backlash en parallèle. Le terme de backlash, ça a été inventé par une autrice américaine qui s'appelle Susan Peludi, qu'on pourrait traduire par le retour de ballon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements d'émancipation, de progression, en fait, on se retrouve avec un coup de boomerang dans la tête assez rapidement, c'est-à-dire des mouvements réactionnaires, donc vraiment en réaction à ce qui se passe. Et donc, à partir des années 90, on commence à se dire que les femmes sont des êtres humains. Donc, on va commencer à faire des grandes conférences internationales, notamment à Beijing, pour dire c'est vrai qu'il faut qu'on crée des ministères, par exemple, sur les droits des femmes, des commissions, etc. En même temps, dans les années 90, c'est là où les mouvements masculinistes commencent un peu à émerger, hors ligne et en ligne. 2013-2014, grosse année, comme vous pouvez le voir, busy. Du côté des États-Unis, on a l'une des plus grosses campagnes de cyberharcèlement envers les femmes dans le milieu du jeu vidéo. Et cette campagne, qui s'appelle le Gamergate, elle a servi de laboratoire à un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Steve Bannon, qui était le bras droit d'extrême droite de Donald Trump, qui a vu dans des hommes qui étaient très énervés de voir des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT dans les jeux vidéo, et qui disaient c'est la faute des wokistes. Bon, il disait la faute des social justice warriors, mais c'est à peu près la même chose. C'est la faute des personnes aux cheveux bleus qui étaient en train de détruire le jeu vidéo. Steve Bannon a vu dans ces hommes-là, souvent jeunes, peu politisés, l'occasion en fait de les rallier à la cause de Trump. Et donc c'est pas un hasard en fait que cette campagne ait lieu en 2013-2014, parce que ça a été un moment très important aux États-Unis où il y a beaucoup de médias d'extrême droite, notamment un média qui s'appelle Breitbart, qui ont commencé à instrumentaliser la cause des jeux vidéo pour dire, vous voyez, les féministes, les personnes racisées, le lobby LGBT est en train de tout nous prendre pour essayer d'éradiquer les hommes blancs particulièrement. Pendant ce temps-là, en France, qu'est-ce qui se passe? On a la Manif pour tous, bonne ambiance. Manif pour tous, moment très violent pour les personnes LGBT, et les mouvements masculinistes ont été clairement partis, notamment avec un groupe qui s'appelait les Omen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, j'étais déjà jeune en 2013, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais les Omen, c'est l'équivalent masculin des Femen. J'ai des photos d'eux, je vous les montrerai juste après. Mais ils portaient un masque parce qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent reconnaître à la Défense le lendemain. Mais c'était un groupe d'activistes, d'hommes, qui se mettaient torse nu avec des messages avec marqué « Sauvez les enfants ». Voilà, et qui essayaient d'imiter les manières militantes et qui participaient aussi à cette idée qu'il y aurait un lien entre homosexualité et pédocriminalité, notamment. 2013, à peu près cette période-là, à Nantes, on a eu l'apparition des papas qui s'enchaînaient à des grues. Voilà, ça c'est peut-être une période que vous avez connue aussi, ou des choses qui, peut-être ça vous évoque des souvenirs, mais notamment ce monsieur-là, Serge Chesnay, il fait toujours, je pense, partie d'une association qui s'appelle SOS Papa, qui est une association qui lutte pour les droits des pères. SOS Papa, c'est une association qui existe encore, et si vous regardez sur la presse régionale, il ouvre une antenne quasiment tous les 2 mois, un peu partout en France. C'est une association qui est censée venir en aide aux pères qui auraient perdu la garde de leurs enfants. Serge Chesnay, donc il a passé un petit temps sur sa grue, et quand il est descendu, les journalistes sont venus le voir, parce que bon, c'était une belle opération médiatique. Et Serge Chesnay, quand il est descendu, il a dit si je ne vois pas mes enfants, c'est à cause de tous les choses dans l'église. Voilà, donc les médias ont commencé à se dire peut-être qu'on n'aurait pas dû. Et en fait, SOS Papa, c'est parmi ces associations, parce qu'il y en a d'autres, on en reparlera, qui sont profondément masculinistes et qui sont persuadés que de la même manière que les femmes et les féministes auraient infiltré toutes les sphères du pouvoir, les médias, la politique, également la justice. Et qu'il y aurait une profonde injustice et une profonde disparité, notamment sur la question des droits de garde des enfants. Et qui se base sur une statistique qui est vraie, c'est-à-dire que les mères, en cas de divorce, obtiennent qui obtiennent plus le droit de garde que les pères. La raison à ça, c'est parce que les pères ne la demandent pas. Et quand ils la demandent et qu'elle est refusée, dans plus de 80% des cas, c'est parce qu'il y a des antécédents de violence intrafamiliale.
Voilà. Et quand elle est demandée et qu'elle est acceptée, généralement, ça se passe très bien. 2013, donc année un peu complicado. 2017, MeToo. MeToo, peut-être que vous avez entendu une petite musique à l'époque du style moi, je n'ose plus prendre l'ascenseur avec une femme. Ça veut dire que vous l'avez entendu. Vous avez trop rigolé pour que ce soit pas arrivé. Ah non, mais moi, je n'ose plus, je ferme plus la porte de mon bureau quand il y a une femme dedans. Vous savez, tous les discours un peu sur les femmes qui portent plainte pour l'argent, tout ça. Ça, c'est des discours masculinistes. C'est des discours qui sont clairement issus de sphères masculinistes, mais qui ont commencé un peu à sortir, on va dire, des tréfonds d'Internet pour aller sur les plateaux de télévision, avec BD notamment. Voilà, ce genre de choses. Et donc, en 2017, il y a eu cette théorie du complot, dans certains mouvements masculinistes en tout cas, qui venait à dire que MeToo était un complot des féministes, du lobby LGBT et un complot judéo-maçonnique aussi, ça arrive parfois, qui visait à mettre tous les hommes cisgenres hétérosexuels en prison. Voilà, mesdames, désolé, on a échoué. Pardon, c'est une blague, promis, c'est une blague. En 2022, une affaire peut-être plus récente dont vous vous rappelez, il y a eu le procès qui opposait deux acteurs, actrices d'Hollywood, Johnny Depp contre Amber Heard. Moi, je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, mais en tant que journaliste qui couvre les réseaux sociaux depuis un moment, c'est la première fois que j'ai constaté, et d'autres, des universitaires, d'autres journalistes, des militantes, qu'on a constaté un aussi fort mouvement de haine en ligne à destination d'une seule personne, avec des créations de hashtags qui prennent des dimensions énormes, quasi instantanément, des photomontages, enfin vraiment des campagnes de dénigrement organisées. À la suite de ça, on a pu découvrir qu'il y avait eu des liens entre l'avocat Johnny Depp et des streamers masculinistes qui s'étaient occupés de couvrir le procès, notamment sur Twitch, en créant des hashtags et en faisant une technique qu'on appelle d'astroturfing, terme un peu compliqué, mais qui en fait veut dire que vous créez un hashtag et vous avez envie que ce hashtag il monte, donc vous créez plein de faux comptes, vous utilisez plein de robots, notamment sur Twitter par exemple, et en fait vous programmez ces robots pour que ce hashtag soit multiplié. Ce qui fait que les gens vont penser qu'il y a un véritable mouvement qui est en train de se créer, donc les gens vont le suivre. Et donc c'est comme ça que vous créez un faux mouvement d'opinion publique quelque part. Éric Zemmour avait tenté de faire ça pendant sa campagne présidentielle, je rigole. Il avait essayé de faire ça voilà, pour essayer de créer des mouvements et pour dénigrer d'autres candidates. J'aimerais qu'on fasse une petite cartographie aussi de qui on parle quand on parle des MSQ, parce que, comme je vous disais, parfois ils se détestent entre eux. Voici quelques sous-communautés, je ne pourrais pas toutes les aborder, parce qu'au final, il y en a beaucoup, mais c'est un peu les plus importantes. En haut à gauche, on a ce qu'on appelle les incels, peut-être que ceux que vous connaissez le plus. Incel, c'est un terme qui veut dire involuntary celibate, donc célibataire involontaire. C'est généralement une sociologie de jeunes hommes mineurs, et très jeunes, au début de l'âge adulte, qui n'ont pas accès à la sexualité ou qui sont vierges. Et qui considèrent qu'il y aurait une hiérarchie dans le genre humain entre les hommes, entre les femmes, et bien sûr entre les hommes et les femmes, les hommes étant supérieurs aux femmes, et que dans cette hiérarchie, les incels seraient au bas de l'échelle. Ce seraient génétiquement les plus moches, et donc pas adaptés au monde dans lequel on vit, monde dans lequel les femmes manipuleraient la sexualité, dans lequel les hommes beaux mais stupides convoiteraient toutes les femmes, qui accepteraient, etc., etc. C'est une vision du monde complètement conspirationniste, mais qui trouve écho chez ces jeunes hommes-là, à tel point que certains vont passer du côté de la black pill, la pilule noire, c'est-à-dire penser que, de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire, on ne peut pas changer le monde, donc autant se tuer et emporter des gens dans notre chute. C'est souvent des jeunes hommes qui vont témoigner de beaucoup de problématiques de santé mentale, de détestation de leur corps. Il y a énormément de racisme, d'antisémitisme sur ces réseaux aussi. Enfin voilà, c'est un univers qui est assez sombre. Et le jeune homme que vous voyez là, c'est Elliot Rodger, qui est un tueur de masse américain, qui était un incel et qui a commis une tuerie de masse en Californie en 2014 et qui est devenu un martyr pour énormément de jeunes hommes sur Internet, y compris en France. Voilà. Et donc, chaque année, à peu près au mois de mai, c'est-à-dire à l'anniversaire de sa tuerie, il y a des gens qui célèbrent la Saint-Elliot. Voilà, c'est assez dégueulasse.
Mais les insectes, c'est un peu les plus connus parce qu'ils sont surreprésentés dans les cas d'attentats de masse et de fusillades de masse, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe aussi. Donc c'est pour ça qu'on les connaît un peu plus que les autres sous-communautés. En haut au milieu, ceux qui paraissent un peu inoffensifs et un peu absurdes, comme le premier que je vous ai montré, Léo, c'est les coachs en séduction. C'est ceux, vous savez, qui font de la drague de rue à Châtelet, à Paris. Si vous les croisez, un jour j'en ai croisé un, bref, c'est une autre histoire pour plus tard. Mais en tant que spécialiste de masculine, c'est un peu rigolo. Bref, voilà. C'est des mecs, ça peut paraître un peu en fait absurde de voir ces mecs-là donner des conseils de drague un peu en disant que c'est ridicule, qui c'est qui regarde ça. Il ne faut pas oublier que c'est des communautés qui agissent comme des groupes de soutien et qui du coup, ça va entraîner aussi des communautés qui vont déshumaniser profondément les femmes parce qu'il s'agit avant tout d'un concours de quéquettes entre eux, de qui va avoir le plus de numéros de téléphone, qui va réussir à le plus avoir de relations sexuelles. On n'est pas dans un objectif de trouver l'amour, on est dans un objectif de qui a l'air d'être le plus viril parmi les autres hommes, et qui vont développer énormément de techniques de drague, je mets des énormes guillemets, qui sont en fait des techniques de manipulation, et notamment du propagation du consentement, de soumission chimique, ce genre de choses. En haut à droite, on a les men's rights activists, donc les activistes pour les droits des hommes. Dans les années 92 de nous, ils étaient beaucoup à faire des manifestations pour dire que les hommes étaient en train de perdre leurs droits. Lesquels? Je ne savais pas trop, mais ils sont en train de perdre leurs droits. Et en fait, c'est dans cette grande famille qu'on va retrouver notamment les associations de défense des droits des femmes, les associations qui vont, je mets énormément de guillemets, prendre en charge les hommes victimes de violences conjugales. Parce qu'il existe des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais des associations qui sont créées par ces hommes-là pour soutenir les hommes victimes de violences conjugales sont souvent des associations qui parlent de misandrie et de féminisme. Voilà, donc là-dessus, on est sur une belle brochette. En bas à gauche, mes préférés, les MGTOW, Men Going Their Own Way. Donc c'est les hommes qui suivent leur propre chemin. C'est des hommes souvent qui sont un peu plus âgés, qui ont connu la vie maritale, peut-être qu'ils ont des enfants, et ils trouvent que toutes les femmes, elles sont vénales et manipulatrices. Du coup, ils ne veulent plus les fréquenter. Là, vous vous dites, bah, ça va. Ils ne veulent plus les fréquenter, c'est une décision personnelle, pas de problème. Mais ils passent beaucoup de temps à parler des femmes. Beaucoup de temps. Et ils font un gros exercice de lobbying, également sur les réseaux sociaux. Un grand travail de désinformation. Ils vont photoshopper pas très bien les chiffres du ministère de la Justice pour montrer que les hommes sont plus victimes de violences conjugales que les femmes, enfin voilà, ce genre de choses. Et ils ont des blogs très bien fournis, le site MGTOW France est très bien sourcé là-dessus. Je vous ai mis également l'image de l'excellent film Matrix, si vous ne l'avez pas vu, regardez. Dans Matrix, le héros, il se doit proposer 2 pilules, une pilule bleue où il reste dans sa réalité qui est un peu ennuyante, ou une pilule rouge où il voit la vérité. Cette allégorie de la pilule rouge, elle est très très utilisée dans les sphères masculinistes pour dire, nous aussi on a vu la vérité, qui serait que les femmes et le féminisme auraient colonisé tout notre imaginaire, toutes nos instances de pouvoir, et donc une fois qu'on a vu cette vérité-là, en fait il faut absolument combattre ça pour revenir à des normes de genre beaucoup plus binaires, beaucoup plus traditionnelles et traditionnalistes, ce qui nous amène à nos copines les tradwives. Les tradwives, c'est un mouvement qui naît dans les années 2010 à la base de blogueuses lifestyle qui veulent un peu un retour aux normes de genre traditionnelles. Et en 2015, on commence à avoir pas mal de femmes, notamment aux États-Unis, qui vont devenir des grandes supportrices de Trump, qui ont même détourné son slogan en disant « Make housewives great again », donc rendez leur grandeur aux femmes au foyer. Et ces influenceuses-là, ça reste des influenceuses qui vont, à mon sens, faire du cosplay de la vie de femmes au foyer pour tenter de convaincre leurs spectatrices que le mieux pour respecter la volonté de Dieu, parce que souvent il y a un grand rapport avec la religion mormone ou évangéliste, c'est qu'il faut rester à la maison, s'occuper de son foyer, de ses enfants, et si vous ne menez pas tous les mêmes choix qu'elles, elles vont sûrement vous injecter de satanistes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'un truc qu'on retrouve énormément aussi dans les discours masculins, c'est l'idée qu'il y aurait une crise de la masculinité. Donc la masculinité sera en crise, les hommes ne sauraient plus être des hommes aujourd'hui, voilà, c'est compliqué.
Il y a un super chercheur avec sa bonne tête, regardez comme il a l'air trop gentil, il est adorable. Francis Dupuy-Derry, qui est un politologue québécois, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle La crise de la masculinité, dans lequel il explique qu'en fait, il n'y a pas de crise de la masculinité en soi, mais il y a des discours de crise, c'est-à-dire on dit qu'on est en crise depuis environ l'Antiquité. En gros, ce que lui, il explique, c'est qu'il ne faut pas nier le ressenti des personnes qui disent moi, je me sens mal peut-être avec mon genre, avec la vision de la masculinité. Mais par contre, le fait d'en faire un discours et de le politiser, c'est quelque chose qui est présent depuis très très longtemps, quasiment la nuit des temps, pour tenter en fait de reviriliser les hommes. Et notamment, il explique que quand les femmes ont commencé à faire du vélo, les hommes ont commencé à propager un discours qui était que en fait, leur utérus, ils allaient tomber. Et qu'elles allaient devenir stériles. Et donc, crise de la masculinité. Comment on fait si les femmes, elles deviennent stériles parce qu'elles font du vélo? Crise de la masculinité. Quand il y a eu la révolution industrielle et qu'il y a certaines machines qui ont remplacé le corps des hommes, il y a eu toute une réflexion de certains intellectuels de dire, en fait, est-ce qu'on va continuer à être vraiment des hommes si on ne fait pas le même travail du corps et le même travail manuel? Donc, c'est hyper intéressant. Il a cette phrase que j'aime beaucoup. Les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises réellement au point de tuer des femmes. Ce qui m'amène à voir que je suis très en retard, mais je vais speeder, c'est pas grave. C'est que toutes ces communautés-là, même si elles se détestent, les incels détestent tout le monde déteste les incels, les LGTO détestent les coachs en séduction, les coachs en séduction n'aiment pas les tradouettes, bref, voilà, tout le monde s'embrouille, mais il y a quand même des valeurs communes entre ces communautés, notamment le fait que le féminisme sera en train de déviriliser les hommes, soit par l'éducation, je peux vous rappeler toute la désinformation qu'il y a eu autour des ABCD de l'égalité de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem en 2013, dans la période de Manif pour tous, tout ce qu'on a autour de l'éducation à la sexualité actuellement, vous savez, toute cette idée que faut pas apprendre le consentement aux enfants, etc., va aussi dans cette idée qu'il ne faudrait pas déviriliser les petits garçons, et des informations aussi sur les oestrogènes dans l'eau, voilà, ça participe un peu à ça. Le fait aussi que l'égalité aurait déjà été atteinte, c'est-à-dire, mesdames, vous avez le droit de travailler, de voter, pourquoi vous nous faites chier, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Par exemple, ça va être les masculines qui vont se focus sur des revendications féministes que vont trouver ridicules et que les mouvements féministes ne considèrent pas comme prioritaires par ailleurs. Par exemple, c'est tout le holà qu'on a eu sur l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, voilà, une démarche très intéressante et qui a amené à plein de réflexions, mais vous avez pu constater que du côté de plein d'hommes, c'était un peu une façon d'éradiquer la langue française et de faire quelque chose dessus. C'est l'idée que les féministes, en gros, chercheraient la petite bête pour rien. Ça fait partie des discours masculinistes. MeToo sera un complot visant à éradiquer les hommes, ça on en a parlé. Le fait que les hommes seraient naturellement supérieurs aux femmes, à la fois moralement, mais aussi intellectuellement. Donc ça, les masculinistes vont s'adonner à ce qu'on appelle la crânologie, notamment, qui est une pratique faite dans les milieux racistes au XXe et XIXe siècle, qui visait à montrer que les personnes noires n'étaient pas des êtres humains. Voilà, les masculinistes font ça avec les femmes pour montrer qu'elles ont un tout petit cerveau. Et donc, si elles ont un petit cerveau, c'est qu'elles sont bêtes. Idem, le rôle des femmes serait au sein du foyer, et donc leur rôle est d'être soumise et silencieuse. Ce qui amène aussi, et c'est peut-être le point un peu de mon intervention, c'est qu'on parle beaucoup des masculinistes en ligne, et moi-même je vais vous montrer des vidéos, on parle de réseaux sociaux, c'est très intéressant. Néanmoins, il ne faut pas oublier que quand on parle de mouvements sociaux, c'est des mouvements aussi qui se transposent hors ligne. Et donc les mouvements masculinistes, on les retrouve aussi avec des conséquences bien réelles dans notre vie de tous les jours. Vous voyez par exemple au milieu, les hommes dont je vous parlais, vous avez vu comme ils sont mignons? Avec leurs petits chinois collés et leurs petits masques pour pas qu'on les reconnaisse le lendemain, à Publicis. On va retrouver en fait ces mouvements masculinistes dans la plupart en fait des mouvements anti-droit, anti-choix, contre l'avortement, contre les droits des personnes LGBT, contre la lecture de contes par des drag queens. Ouais, tous les mouvements réactionnaires en fait sont assez intrinsèquement liés. Bien sûr, dans des attaques coordonnées contre des journalistes, contre des actrices, contre des femmes en fait publiques ou non. On va les retrouver aussi, ça c'est une petite nouveauté de cette dernière année, à saturer les lignes du 3919, donc qui est le numéro d'appel. Le 3919 se plaint en fait que depuis un an, il y a des hommes qui saturent les lignes en disant pourquoi vous ne créez pas un service pour les hommes qui sont victimes de violences. Et elles disent il en existe, mais si vous saturez notre ligne, on ne peut pas répondre aux victimes.
Voilà, ça ne les empêche pas. Et on a aussi, je vous parlais des mouvements des droits des pères, on a aussi des activités de lobbying au niveau notamment de l'Assemblée nationale, avec des propositions de loi pour ouvrir le 39-19 aux hommes, pour faire ce qu'on appelle de la garde alternée systématique, c'est-à-dire que en cas de divorce, qu'il y ait une garde alternée obligatoire entre les deux parents. On peut se dire que c'est pas une mauvaise idée, mais si l'un des deux parents est accusé de violence, par exemple sur mineur, comment on fait? Voilà, en tout cas, il y a plein d'associations féministes et pour les droits de l'enfant qui ont dit faire attention un petit peu là-dessus, et surtout que les mouvements masculinistes vont aussi défendre une fausse théorie qui s'appelle le syndrome de l'aliénation parentale. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle SAP. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est le fait de dire qu'il y a un des deux parents, souvent la mère, qui manipulerait son enfant pour qu'il accuse faussement son autre parent, donc son père, de violence sexuelle ou de violence intrafamiliale. En gros, si un enfant dénonce des violences, c'est très possible que devant le juge aux affaires familiales, on dise « Non, mon enfant il ment, il a été manipulé par sa mère ». C'est quelque chose, depuis 2018, c'est censé être interdit, il y a eu une note au ministère de la Justice et tout, ça continue d'être utilisé dans les juges aux affaires familiales. Et sachant que les mères qui ne représentent pas leur enfant, elles peuvent être condamnées pour non-représentation d'enfants. Il y a des mères actuellement en France qui sont en cavale parce qu'elles ne veulent pas rendre leurs enfants à un potentiel agresseur. Voilà. Ça, c'est des implications concrètes aussi de qu'est-ce que ça veut dire le masculinisme. Autre conséquence encore plus grave, j'ai envie de dire, c'est que en France, moi, depuis que j'ai sorti mon bouquin en 2023, je pense que j'ai fait partie d'un timing un peu étrange, mais depuis 2023, les attentats masculinistes se sont multipliés à l'étranger. Mais en France, depuis les 2 dernières années, il y a 3 attentats masculinistes qui ont été déjoués. Notamment un à Saint-Étienne. Il y a une enquête de Libération très intéressante que je vous invite à lire sur Timothy G, qui s'appelle, qui a été arrêté à Saint-Étienne avec 2 couteaux dans les poches et qui se revendique comme étant un incel et qui voulait tuer des femmes dans son lycée. Il y a également eu des attaques contre des soirées en non-mixité féminine. Ça, c'est un article que j'ai lu pour Politis, mais c'était à l'occasion de Halloween. Il y a des femmes qui faisaient une soirée qu'entre meufs, c'était interdit aux mecs, quoi. C'est une soirée qui s'appelle La Bringue, à Paris. Et il y a des mecs qui n'ont pas pu rentrer à la soirée, ils les ont attaqués au feu d'artifice de mortier. Voilà, le feu d'artifice de mortier, ça peut brûler, en fait. Enfin, voilà. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais en tout cas, depuis 2 ans, on a 3 attentats masculinistes qui ont été déjoués, des attaques assez souvent contre des centres LGBT, contre le planning familial, qui sont le fait de mouvements masculinistes, mais qui sont aussi le fait de mouvements réactionnaires et d'extrême droite. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces mouvements, au final, je les ai découverts, moi j'avais 15 ans, comme beaucoup de gens peut-être, mais ça se confinait en fait à des forums 4chan, 8chan, sur jeuxvideo.com, etc. Désormais, même si vous ne cherchez pas ces contenus-là, vous les trouvez dans votre fil d'actualité. Et peut-être même si vous êtes une femme. Et c'est ce qui m'amène à penser qu'on est face à un masculinisme aussi qui déborde. Et ça, en partie, c'est la faute aux algorithmes. Parce que moi, la question que je m'étais posée dans mon enquête, c'est comment ça se fait que même mes copains garçons qui sont hyper féministes, hyper déconstruits, etc., ils se retrouvent avec des vidéos d'Alexis Chen dans leur fil Instagram. Est-ce que c'est des origines misogynes qui sont dans ma vie depuis 10 ans? Je ne sais pas. C'est possible, ça peut arriver. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, les contenus masculins, c'est rarement des contenus qui vous laissent indifférents. Vous voyez, les vidéos que je vous ai montrées là, a priori, soit vous adhérez complètement et vous commentez « Waouh, vraiment, Alex, tu dis la vérité, merci de dire les termes », et vous l'envoyez à vos potes, vous likez, vous commentez, vous interagissez avec le contenu. Soit vous êtes comme moi et ça vous donne envie de bégère, et donc vous commentez en disant « Et ça va pas dire des choses comme ça », vous l'envoyez à vos potes pour vous indigner, mais vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans les 2 cas, vous interagissez avec le contenu de manière assez intense, on va dire, d'accord? Le like, le commentaire, le partage. Et ce qui fait que ces contenus de rage bait, donc qui amènent à des sentiments très forts de rage, de colère, d'indignation, ou au contraire d'adhésion très forte, l'algorithme va considérer que c'est des contenus dans tous les cas qui sont populaires. L'algorithme ne sait pas si vous adorez ou si vous détestez. Donc juste, il va considérer qu'il y a un fort engagement avec ce contenu, que les gens restent jusqu'au bout, qu'ils commentent, qu'ils likent, et donc ils vont remonter le contenu dans l'algorithme. Et plus il remonte, plus il est montré à plus de personnes, plus il devient populaire, et c'est un cycle sans fin. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ces contenus-là, ils vont ramener de la thune
à la fois aux créateurs de contenu, mais aussi à la plateforme. TikTok va, par exemple, pouvoir mettre une publicité entre deux vidéos. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où la plateforme elle-même gagne de l'argent, il lui devient impossible, avec beaucoup de guillemets, de supprimer ses contenus. Parce que ça lui fait perdre de l'argent. Donc, les algorithmes, en fait, vont juste continuer à diffuser des contenus masculins encore et encore. Et il y a plusieurs enquêtes qui ont montré que si vous partez de n'importe quel centre d'intérêt, notamment sur TikTok, à force de scroller, vous arrivez dans des niches ultra violentes. Si vous aimez la politique américaine, c'est très possible qu'après 1 heure de scroll, vous vous retrouvez avec du contenu néo-nazi. Pas moi qui le dis, c'est une enquête du Financial Times. Ce qui pose la question maintenant de pourquoi le masculinisme, ça attire. Pourquoi il y a des garçons, des jeunes hommes, des hommes même adultes, qui tombent là-dedans. Plusieurs pistes d'explication, je ne pense pas que ce soit les seules, mais ça agit comme des groupes de soutien, ça on s'est dit tout à l'heure, et surtout ce sont des mouvements qui donnent l'impression de s'occuper des problèmes des hommes. Là où peut-être que dans le reste de la société, les hommes peuvent ne pas se sentir écoutés. Aussi parce qu'il y a une sociabilisation masculine et une manière de faire communauté entre hommes qui est peut-être différente et pas basée sur le soin et le care de la même manière que le font la sociabilité féminine, par exemple. De plus, ça se concentre sur un ennemi commun qui est les femmes et le féminisme. C'est facile de taper sur les femmes et le féminisme et de dire ça fait très longtemps qu'on fait ça. De plus, ça donne des réponses clés en main, prêtes à penser à des questions qui sont très complexes. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir un jour confiance en moi? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais réussir dans la vie? Tout ça, c'est des questions en fait qui sont hyper angoissantes, mais on a des influenceurs qui arrivent en disant « fais ma formation et tu deviendras comme moi et ça ira mieux ». C'est une manière aussi de juste détourner l'attention et détourner aussi la problématique. Ça vient donner des clés d'action aussi à des moments de rupture ou de déclassement, pas forcément de rupture amoureuse, mais juste, je sais pas, vous déménagez dans une autre ville, vous connaissez personne, vous connaissez vos études, vous faites virer dans le taf, vous faites larguer par votre meuf, etc. C'est des moments où on se sent un peu plus vulnérable et de fait, on va peut-être avoir plus de facilité à adhérer à ce type de mouvement. Pour les femmes, au sein de ces mouvements-là, il existe des femmes masculinistes, ou en tout cas des femmes antiféministes. On peut parler des tradwives qui, elles, ont pour objectif de recruter du côté des femmes pour les amener en fait à un mode de vie de soumission. Et on peut parler aussi des femmes au sein de l'extrême droite, Thérèse Escuchon, le collectif Némésis, par exemple, qui fait ce qu'on appelle du fémonationalisme, c'est-à-dire on prend la cause des droits des femmes mais on l'utilise pour des objectifs xénophobes et réactionnaires et racistes. Les femmes au sein de l'extrême droite, elles sont assez persuadées que lutter contre le féminisme, ça ne va pas les impacter elles. Et je dis pas ça, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, hein, c'est un travail qu'une chercheuse qui s'appelle Andrea Dworkin qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 80. Et travail formidable si ça vous intéresse. Mais en gros, ce qu'elle explique, c'est que souvent, ces femmes se protègent par leur classe sociale bourgeoise et par leur blanchité. Elles sont persuadées qu'en étant des femmes blanches de classe supérieure, elles vont pas être touchées par les premières mesures antiféministes. C'est un peu ce qui se passe, notamment si vous avez vu La Servante écarlate. Voilà, si vous avez lu La Servante écarlate, les épouses sont les femmes de la bourgeoisie qui s'estiment être protégées par le pouvoir en place. Donc, il ne faut jamais oublier aussi les questionnements au niveau de la classe sociale et de la blanchité qui incombe de ça. Pardon, Marion Maréchal, excusez-moi, j'aurais dû faire un trigger warning. Marion Maréchal, j'avais Zemmour avant, je faisais un trigger warning, mais là j'ai oublié. Il y a des liens très très forts entre masculinisme et extrême droite. Tous les masculins ne sont pas d'extrême droite, il y a des masculins à l'extrême gauche. Voilà, les textes anarchistes du début du XXe siècle, vous aurez envie de gerber, malheureusement. Mais si tous les masculinistes ne sont pas d'extrême droite, l'extrême droite porte en elle une vision du genre qui est profondément et profondément antiféministe, de fait. Et donc moi, ce que j'ai pu remarquer depuis plusieurs années maintenant, c'est que tous les mouvements réactionnaires conservateurs, y compris quand ils sont dirigés par des femmes, Giorgia Meloni notamment en Italie, la dirigeante de l'AfD en Allemagne, donc j'ai oublié le nom, tout ça montre, en fait, on utilise des argumentaires masculinistes dans le but de recruter des jeunes hommes du côté de l'extrême droite. C'est pas pour rien que dans le milieu masculiniste, il y a beaucoup de gens qui faisaient partie de partis d'extrême droite, de groupuscules identitaires, tel Thérèse Escuchon, tel Julien Rochdy,
militant, je sais qu'il paraît beau gosse comme ça, mais c'est un énorme facho, faites attention mesdames, ça peut tromper parfois. Julien Rochdy, méga identitaire, ancien chef du Front National de la Jeunesse. Et donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que pour l'instant, l'attaque sur les droits des femmes, elle existe depuis longtemps et elle est assez, on la voit en fait, mais il ne faut pas oublier que les mouvements réactionnaires, anti-droit, anti-choix, les mouvements d'extrême droite s'attaquent en priorité aux populations les plus vulnérables, les personnes racisées et les personnes trans. L'offensive transphobe qui existe aux États-Unis, en France, en Europe de manière générale, c'est aussi à appréhender d'une perspective masculiniste. Parce que les personnes trans troublent dans le genre, je mets énormément de guillemets selon l'expression de Judith Butler, parce qu'ils ne respectent pas une binarité de genre telle que le perçoivent les masculinistes et l'extrême droite. De fait, ils deviennent une cible facile. Et donc là-dessus, c'est aussi pour ça qu'il y a une intersectionnalité des luttes à avoir. Je fais très vite, pardon, je suis en train de finir. Pardon, partie pas drôle, mais le masculinisme tue. C'est aussi pour ça que j'en ai fait un sujet de recherche. Il y a les attentats déjoués en France, mais malheureusement, en Amérique du Nord, particulièrement en Europe aussi, on a eu des attentats masculinistes. Le premier, il a eu lieu à Montréal en 1989 par un monsieur qui s'appelle Marc Lépine, qui a tué 14 étudiantes. On en a eu un avec Elliot Rodger en 2014, Alec Minassian à Toronto en 2018, un monsieur qui se fait appeler Jake en Angleterre en 2021. Et en France, comme je vous le disais, attentats déjoués, mais aussi des actes, on va dire, plus interpersonnels, notamment ce monsieur avec la casquette, Michael Filetas, qui, en janvier 2020, a tué son ex-compagne de 80 coups de couteau. Et Michael Filetas, il avait une chaîne YouTube. On le voit se radicaliser de vidéo en vidéo. Et personne n'a prévenu. Et surtout, il a été condamné, bien sûr. Sa chaîne YouTube, elle est restée en ligne 3 ans. Elle a été supprimée qu'en 2023. Et après mon enquête, parce que je me rappelle d'être allée voir la chaîne YouTube, les vidéos étaient encore en ligne, et il y avait des commentaires du style « trop hâte que tu sortes de prison » pour nous donner d'autres conseils de drague. Et voilà. Et ça a été supprimé à la demande de la famille. Mais ça veut dire que pendant 3 ans, il y a des personnes qui ont pu consulter en fait la chaîne d'un tueur de femmes. Donc il ne faut pas oublier aussi la proportion de féminicides ou de suicides forcés qui pourrait être lié à une idéologie masculiniste. Très rapidement, il y a eu le rapport, je vous conseille, à l'égalité sur l'état des luttes du sexisme en France. Il y en a un chaque année, celui de 2026, il donne un peu de data sur les discours antiféministes. Il y a 60% des hommes, tout âge confondu, qui pensent que les féministes veulent que les femmes aient plus de pouvoir que les hommes. Et 60% aussi qui estiment que les féministes ont des demandes exagérées vers les hommes. Et il y a plus de 18% des hommes qui croient que les femmes prennent des postes des hommes sur le marché du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que plus l'âge augmente, moins le sexisme est perçu comme un problème social et qu'on commence à avoir ce qu'on appelle désormais un gender gap. C'est-à-dire qu'au sein d'une même génération, 18-25, les hommes sont plus conservateurs que leurs aînés. Et les femmes sont plus progressistes que leurs aînés. Ce qui fait qu'on a vraiment une différence générationnelle et de valeurs qui est énorme. Très rapidement, pour finir, parce que là, tout le monde a envie de se tirer une balle, je le sais, moi-même, comment on ouvre le dialogue sur ces questions et qu'est-ce qu'on fait? Déjà, première chose, le masculinisme, je considère en tout cas que ça a beaucoup de ressemblances avec les théories du complot et les théories conspirationnistes. De fait, je pense que c'est intéressant de les traiter comme telles. C'est-à-dire, de la même manière qu'on applique certaines règles à si vous avez, je sais pas, un cousin qui est en train de devenir platiste, si vous avez un proche qui devient masculiniste, je pense qu'un masculiniste qui a une vision du monde dans laquelle les féministes, elles ont gagné toutes les sphères de pouvoir et les femmes, elles essayent d'éradiquer les hommes, vous n'arriverez jamais à le convaincre avec des arguments rationnels. Je pense que ça ne fonctionne pas et que vous perdez votre salut, voire même vous abîmez votre lien. Si c'est une personne à qui vous tenez vraiment, gardez le lien, mais sans tenter de convaincre l'autre. Par contre, laissez traîner des trucs, des petites BD, des petits documentaires, regardez Adolescence ensemble, ah, qu'est-ce que t'en as pensé, ce genre de choses. Moi, dans les personnes que j'avais interrogées qui sont sorties du masculinisme, la plupart ont vécu ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire au bout d'un moment, entre leurs croyances et ce qui se passe dans la réalité, il y a un truc qui ne matche pas. Souvent, c'est des hommes qui ont commencé à devenir amis avec des femmes. Ça paraît petit comme ça, mais des hommes qui, en fait, ont commencé à nouer des amitiés avec des femmes, à la fac ou ailleurs, et se sont rendus compte qu'en fait, tout ce qu'on disait sur les femmes,
en fait, là, ces meufs-là, elles étaient sympas, elles les rabaissaient pas, elles se moquaient pas d'eux, ils ont commencé à dire, ah ouais, ok. Et en fait, il y a d'autres femmes qui sont aussi sympas avec eux. Et voilà, et du coup, ça entraîne au bout d'un moment un début de prise de conscience et de retour en arrière, on va dire, sur ces questions-là. Mais on peut pas forcer quelqu'un à avoir une dissonance cognitive et on peut pas forcer quelqu'un à changer d'avis. C'est triste, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et je finirai. Ok, j'ai quasiment fini. Très bien. Niveau global, comment on fait? Dans les pistes de solutions, on va dire pas que individuelles, mais aussi collectives. Une meilleure régulation et modération des géants de la tech, parce que les géants de la tech, notamment Elon Musk, se rémunèrent sur les violences en ligne commises envers les femmes et les enfants. Une éducation au numérique et aux médias qui soit main dans la main avec l'éducation à la sexualité, parce que parler de sexualité sans parler d'Internet, et parler d'Internet sans parler de relations de sexualité, ça paraît un peu absurde. La lutte contre l'extrême droite, voilà, je devrais juste dire ça en fait, l'antifascisme, et la lutte contre les mouvements anti-droit, anti-choix, la lutte contre toutes les violences de genre sur tout le continuum, parce que, faire attention, on parle beaucoup de masculinisme en ce moment, et c'est très bien, mais il ne faut pas oublier toutes les violences qu'il y a avant. Commence à la blague sexiste et faire attention, il peut y avoir beaucoup d'agresseurs qui se cachent derrière le truc de mais moi je ne suis pas Andrew Tate, vraiment je ne fais juste que des blagues à la machine à café, ça reste de la violence. Et j'ai marqué la révolution, voilà. Moi j'ai du temps demain, mais avant 15h, parce qu'après 15h je travaille, donc c'est compliqué. Mais en fait, pour tout ça, il faut de la volonté politique, il faut des moyens qui soient matériels, humains, financiers, concrets. Et ça, pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Je finirai par une liste. S'il y a des choses qui vous intéressent, il y a des assos, des podcasts, des bouquins, des docus. Si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à le prendre en photo. J'allais dire je me baisse, mais en fait, non. Ça sert. N'hésitez pas à le prendre en photo. C'est une liste, bien sûr, non exhaustive. Mais voilà, il y a de plus en plus de ressources qui sont assez intéressantes. Et n'oubliez pas de regarder une vidéo de petits chats entre chaque contenu sur le masculinisme, sinon vous allez finir comme moi. Il est 19h05, j'ai réussi à tenir mon engagement. Merci de m'avoir écouté. Donc on a un temps pour les questions. Donc n'hésitez pas, peut-être que comme on fait, vous levez la main, puis on va essayer de faire baisser le micro. Je sais pas, hein. En tout cas, voilà, il faudra faire l'effort et on pourra relayer la question en cas de besoin. Et puis pour les personnes qui viennent assister la balade sonore, elle commence à 19h15, vous pouvez visiter sur la grande des pieds, mais ne ratez pas ce moment-là qui est vraiment plein de complémentarité. On l'a fait à 16h30 du question. Qui veut commencer dans les questions, les réactions? Oui. Est-ce que vous avez une idée comment impliquer des hommes qui ne se sentent pas concernés? Parce que dans mon entourage, c'est mais moi je suis pas comme ça. Voilà, donc on débute de la question du fait. Alors, pour les personnes qui font vous avez entendu, comment impliquer les hommes qui ne se sentent pas concernés? Je vais donner une réponse officieuse et une réponse officielle. Réponse officieuse, est-ce qu'on va réussir à les impliquer un jour? Moi, c'est un truc, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet et je suis impressionnée à quel point, même des amis proches, mais ça ne nous concerne pas, alors qu'en fait, ça nous concerne, c'est toutes. Réponse officielle, moi, j'essaie beaucoup de passer par, notamment pour ça avec des jeunes. Moi, le masculinisme, ça rend les mecs heureux. Moi, c'est ça, en fait. Il y a aussi, j'ai fait ce bouquin-là et cet enquête-là parce que, en fait, j'ai un petit frère qui a 16 ans maintenant. Et quand j'ai commencé à écrire, il en avait 13 du coup, et qui venait d'avoir son premier téléphone portable. Et je me disais, mais c'est mon petit frère, j'ai pas envie que ça devienne un énorme miso, quoi. Et en fait, il y avait aussi ce truc-là, de plus je rentrais dans cette sphère-là, plus je voyais énormément de frustration, de tristesse, de problématiques de santé mentale, qui sont aussi très liées aux injonctions capitalistes et aux injonctions à la masculinité, qui sont très toxiques.
Et en fait, moi, c'est ça que j'essaie de dire aux jeunes. Est-ce que vous pensez qu'avoir la vie de ces mecs-là, ça rend... Parce que si on suit leur mode de pensée, ok, on devient très riche. Déjà, combien de gens deviennent très riches? Si c'était si simple, je serais pas là. Vraiment, genre, je serais sur une île aux Bahamas, là. Vraiment. Je pense comme tout le monde ici, d'ailleurs. Déjà, il y a la question du succès professionnel. Ensuite, le masculinisme, c'est aussi une hypervigilance permanente. On ne fait confiance à personne, on n'entretient pas de relations profondes avec sa famille, avec les autres hommes, avec les femmes, on les déshumanise. Et donc, du coup, moi, je leur dis, en fait, tout simplement, mais c'est a l'air triste, quoi. D'être seul et de ne pas réussir à construire des relations profondes avec ses potes et d'avoir des relations... je sais pas, entre mecs d'amitié ou même entre hommes et femmes qui soient chouettes, quoi, pas que amoureusement ou sexuellement. Et donc ça, là-dessus, je pense que l'angle de le féminisme, ça bénéficie aussi aux hommes. Ça paraîtrait, la barre est basse, hein, vraiment genre on the floor. Mais peut-être que c'est une manière aussi de dire, mais ça nous concerne parce que il y a aussi un très bon article du Monde qui raconte des parents qui ont vu leur enfant devenir milou et complètement masculiniste. Ça fait peur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets aussi sur qu'est-ce que leur enfant consomme en fait sur les réseaux sociaux. Et je pense aborder ces questions-là de consentement, de relations, de masculinité, de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, sachant qu'on a plein de définitions différentes. Ça peut être une manière aussi de s'impliquer là-dessus, quoi. Puis je pense qu'en tant qu'adulte, on peut s'impliquer auprès des enfants, notre entourage, même si ce n'est pas les nôtres. Je pense que c'est intéressant. Et pour les hommes adultes, je ne sais pas quoi dire de plus. Les années que j'essaye, mais c'est compliqué. Mais j'en vois plus là qu'à d'autres conférences, donc je suis assez compliquée. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question. Ouais, désolée. Ou alors on crée un goulag, on les met tous. Non, je rigole. C'est filmé, mince. Non, mais je sais. Mais peut-être si on fait de la sensibilisation très tôt, du coup tout le monde y passe, je ne sais pas. C'est compliqué. Que quelqu'un a d'autres questions. Tout le monde, vous avez le droit d'être déprimé, d'avoir envie d'aller boire des verres, vraiment, je comprends. Ah oui, allez boire des verres. À l'envers. Donne-moi le micro, comme ça tu respires 2 minutes. Oui, il y a une question. Vous avez dit que vous faisiez de l'enseignement avec un public à quel âge? Je fais des VARS avec des collégiens-collégiennes. Collégiens-collégiennes et lycéens-lycéennes. Je suis en train de me former justement au niveau lycée. C'est vraiment plus les relations toxiques. C'est quoi finalement? Sur ces sujets-là? Des collégiens lycéens, finalement, parce qu'il y a quand même un progressisme aussi. J'ai envie de te dire, ça dépend des classes, ça dépend des jours, ça dépend des environnements, ça dépend de plein de choses. Mais je dirais, il y a quand même certaines avancées dans le sens où, par exemple, ils savent à peu près tout ce que veut dire le mot consentement au collège, dès la 6e. C'est pas toujours très clair de qu'est-ce que, voilà, mais à peu près ils savent ce que c'est, et déjà c'est une bonne base, moi je trouve. Ils ont assez conscience que leur corps leur appartient, que toucher les parties intimes ou d'autres parties du corps de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça ne se fait pas. Ça, on est déjà pas mal, moi, je trouve, sur des trucs comme ça. Après, moi, je travaille beaucoup avec eux sur les cyberviolences, notamment le fait que se géolocaliser en permanence ou que son partenaire, sa partenaire ait les codes de ses réseaux sociaux tout le temps, c'est un délit de violence. Voilà, donc c'est aussi beaucoup de déconstruction aussi. Il y a aussi énormément de fausses informations sur la sexualité ou sur les relations du style j'ai des jeunes qui sont assez persuadés que toutes les femmes sont des travailleuses du sexe. Que toutes les femmes ont un compte OnlyFans, par exemple. Mais il y a beaucoup de classes où c'est le cas, je vous jure que c'est vrai. Vraiment, il y a beaucoup de classes où j'ai des jeunes garçons, souvent ils ont tenu la main à personne, là, vraiment. Voilà, mais ils sont persuadés que toutes les femmes ont un compte OnlyFans caché, ou sont toutes des michetonneuses. Enfin, vraiment, il y a... Et en fait, quand on déconstruit un peu le truc avec eux, au final, c'est souvent beaucoup de discours, beaucoup pour impressionner les potes aussi, pour oublier l'aspect classe à l'adolescence. Donc en fait, quand on crève un peu le truc et qu'on digue, il n'y a pas grand-chose. Mais après, il faut reconstruire derrière. Il ne faut pas les laisser sans réponse. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ils se posent beaucoup de questions sur est-ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est vrai ou pas. Moi, chaque classe, j'ai au moins une personne qui me demande, madame, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens
Leur identité, c'est hélicoptère. Et je suis obligée de leur dire c'est une vieille blague de l'extrême droite qui date de 2005. Là, vraiment, faut arrêter. Mais voilà, mais en fait, c'est beaucoup de. Ils voient passer des trucs sur TikTok et ils le vérifient pas, ou ils n'ont pas le temps ou le moyen de le faire. Et nous, on est là en tant qu'adultes aussi pour déclencher tout ça, quoi. Sur c'est quoi la sexualité, c'est quoi les relations, c'est quoi l'identité de genre, c'est quoi le sexisme, ce genre de choses. Donc, il y a des trucs sur lesquels ça écrit, et il y a d'autres choses où ils ont besoin en fait d'être écoutés aussi. Et souvent, les profs sont un peu comme ça parce qu'ils savent pas ou ils n'ont pas le temps. Les parents aussi. Et du coup, nous, on arrive et on prend pendant 2 heures. Mais c'est important. Et puis après, on vous donne la parole. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Comment vous délimitez la frontière entre vous protéger et vous préserver de ces gens-là et en même temps tendre la main pour justement faire un peu ce procédé d'éducation et de sensibilisation que vous faites? Je dirais, quand je suis avec les ados, je pars du principe que, en fait, on est encore dans une dynamique, une recherche où c'est possible d'évoluer et de changer. Sinon, on aurait tous et toutes le même style que quand on avait 14 ans, et ce serait désastreux. Alors, moi, j'ai gardé le même, mais bon, ça fait une autre question. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des capacités d'évolution. Quand on est face à des hommes adultes, qui, évidemment, des grands darons, qui vous disent que, de toute façon, toutes les femmes sont comme ci, comme ça, ou moi, ce que j'appelle les influenceurs du masculinisme, les Alexis Chen et compagnie, pour moi, ils sont irrécupérables. Parce que c'est des gens qui ont créé tout leur business model sur la souffrance d'autres hommes et qui se rémunèrent là-dessus. Donc, eux, faut pas leur donner l'heure. Et ça, là-dessus, je pense qu'on est plus sur de l'ordre de l'interdiction légale de leur contenu. Quand on est avec des jeunes garçons, pour moi, il y a encore plein de choses à faire. On peut changer d'avis. Et comme dirait Bell Hooks, il faut avoir la volonté de changer aussi. Ça, c'est important. En fait, ce que je disais sur la décision antiféministe, on ne peut pas forcer les gens à changer. Si, moi, j'ai eu des témoignages de jeunes garçons ou d'hommes qui sont sortis du masculinisme parce qu'ils ont aussi rencontré genre la femme de leur vie qui leur a dit t'es un énorme miso. Tu m'as envie de sortir avec toi. Et ça leur a amené vers une éducation. Bon, il ne faudrait pas que ce soit ça la seule raison. Mais en tout cas, je pense que la ligne, je pense qu'il faut avoir l'empathie parce que je pense que d'une certaine façon, en tout cas, il y a certains hommes qui sont victimes de ces discours-là, qui vont par une réelle souffrance, un sentiment de souffrance, et ceux qui se rémunèrent là-dessus et qui occupent des positions de pouvoir. Et là-dessus, eux, zéro empathie que de la mise en place. Je me demandais, est-ce que vous avez remarqué un certain lien entre les idées masculinistes et l'utilisation de l'IA? Je pense notamment aux gens qui s'amusent à dénuder certaines femmes sur Internet. Maintenant, je me demandais, est-ce que souvent il y a une utilisation de l'IA pour promouvoir ces idées masculinistes? Absolument. Sans battre un peu dans sur TikTok, c'est vrai que l'utilisation de l'IA pour faire des loups-garous et des loups si vous voyez un TikTok avec des loups fuyés, vraiment, il y a une grande utilisation de l'IA parce que l'IA permet de produire énormément de contenu à faible coût et très rapidement. Donc du coup, quand on est un compte masculiniste, très pratique parce que ça permet de se rémunérer et de faire, vous savez, des vidéos un peu inspirantes, genre deviens un loup pour les autres, va à la salle, ce genre de choses. Ça existe vraiment. Hein. Mais du coup, ça permet de rémunérer vite. Et donc, du coup, moi, je suis pas très étonnée que l'intelligence artificielle générative, elle soit utilisée et récupérée par, dans tous les cas, les militants réactionnaires et conservateurs pour, en fait, agresser des femmes. Moi, je travaille sur les cyberviolences depuis longtemps. J'avais fait un papier pour un média qui s'appelle Sint, où on est technocritique sur l'IA, et notamment un site que j'avais découvert où il y a des milliers de deepfakes pornographiques de femmes connues comme d'inconnues. Et c'était un peu avant, c'est à peu près 6 mois avant que Grok que Elon Musk mette Grok sur X, donc cette intelligence artificielle générative qui permet de dénuder des femmes. Et c'est déjà un site qui était présent où en fait des mecs demandaient est-ce que je peux avoir un deepfake de Marion Maréchal Le Pen ou de Valérie Pécresse ou de telle actrice ou de tel journaliste ou de ma cousine, hop, on balance une photo de la cousine. Et j'avais alerté Pharos, qui est donc le gendarme numérique, qui m'ont dit on peut rien faire, même si c'est aux Bahamas.
Voilà, donc ce site existe encore, par exemple. Voilà, donc en fait, l'IA, toute évolution technologique, malheureusement, devient assez vite un outil de violence envers des personnes qui s'en prennent déjà plein la gueule hors de ça, qui sont les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT. Mais il y a un lien très fort aussi entre progrès technologique, j'ai envie de dire, toute cette sphère un peu IA, crypto, tech bro, et le masculinisme. Vraiment, il y a un peu des grands liens là-dessus. Pour faire un lien, je connais rien à la société, c'est une bonne chose dessus, et moi je pense qu'il faut faire un lien entre l'intérêt des réseaux comme TikTok, qui ont intérêt à faire du buzz, et à développer, c'est comme le développement de l'extrême droite, enfin, et de plein de failles qu'on a, tous ces réseaux ont intérêt à développer des choses qui vont faire le buzz, comme vous l'avez dit. En fait, on transforme la mentalité d'un certain nombre de personnes pour faire du buzz. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer une génération ou même des anciens, hein, des vieux, comme moi, de gens qui sont, on va les forcer à penser parce qu'il y a des ingénieurs qui ont conduit des systèmes pour que ça fasse du buzz, ça fasse de l'argent. On est en train de tout sacrifier pour l'argent. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il ne faut pas oublier que les idées masculinistes, elles existent et elles arrivent à survivre parce qu'on vit dans une société qui est patriarcale et que, en fait, les idées de domination masculine, en fait, elles sont très bien acceptées en dehors des réseaux sociaux. Et donc, l'économie de l'attention vient renforcer à la fois le capitalisme et à la fois le patriarcat et à la fois la suprématie blanche. Donc, en fait, tous, ils se tiennent main dans la main comme ça en disant « il faut aller faire de la merde ». Ouais, ça converge, exactement. J'ai une question. J'ai une petite question. Comment on peut expliquer un peu le passage, je pense à Margaret Stern, le passage de Pardon, je rigole. C'est un bon match, Margaret. de Femen à extrême droite, ça impressionne un peu plus la pipeline. de cette personne-là, par exemple. Alors, je ne suis pas spécialiste. Je vais essayer de donner les éléments que j'ai. J'ai une admiration particulière pour Margaret Stern, elle me montre sur les je suis assez persuadée que la transphobie, l'attaque aux personnes trans, c'est un cheval de Troie de masculinisme. Je pense que pour certaines femmes qui se sentaient de gauche, féministes, c'est ce que j'expliquais au début, vous savez, sur le culturalisme et l'essentialisme. Il y a certaines femmes qui sont persuadées qu'en tant que femme, on est complémentaires aux hommes, et donc dans une vision très essentialiste, hétérosexuelle, en fait, on peut s'émanciper pour nos droits, mais il ne faudrait pas que nos droits empiètent les autres. Vous rajoutez un peu de ça, beaucoup de racisme, et en fait, comme je le disais, l'attaque sur les personnes trans, c'est aussi s'attaquer à une population qui est vulnérable, qui est précarisée, où on a la sensation que c'est quelque chose qui est récent, alors que pas du tout. Et c'est plus facile, en fait, de s'attaquer à ces personnes-là. Sur la pipeline particulière de Margaret Stern, je pense que Margaret Stern, elle a pété le sol, je vais le dire comme ça, que son idée des collèges, en fait, c'était pas son idée, il y avait déjà d'autres militantes qui le faisaient, et que la plupart des militantes féministes sont quand même assez intersectionnelles sur leurs enjeux. C'est-à-dire qu'elles ne pensent pas qu'aux droits des femmes, elles pensent aussi aux droits des personnes racisées, aux droits des personnes LGBTQ+. Et je pense que Margaret Stern, elle a dû se dire « Ouh là là, ça va contre mes valeurs », et elle a commencé à se radicaliser. Et je pense qu'il y a aussi une extrême droite qui lui a ouvert les bras à ce moment-là, et qui a réussi à la convaincre que ce qu'elle faisait, c'était super, qu'il fallait qu'elle continue. Et il ne faut pas oublier un truc, à gauche, on est très pauvre. C'est vrai, on n'a pas de pouvoir. Enfin, dans le sens où, en fait, il ne faut pas oublier que les médias de droite, d'extrême droite, du système terrain, Bolloré, etc., fournissent aussi à ces personnalités-là médiatiques, parce que en fait, c'est un très beau storytelling aussi, d'avoir été ancienne féminine, maintenant femme d'extrême droite tradie. C'est pour ça qu'elle signe plein de bouquins, qu'elle va chez Frontières, etc., parce que c'est aussi un empire qui est prêt à lui ouvrir les bras et à la financer quelque part. Il ne faut pas oublier les intérêts aussi de thunes là-dedans. Je ne pense pas qu'elle mente, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça facilite un peu, on va dire, la transition, sans mauvais jeu de mots. Mais sur Margaret Stern, en fait, je pense qu'il y a certaines questions comme ça, de la même manière qu'on a eu
différents courants du féminisme. Là, on a en fait une nouvelle génération féministe où on a dit il y a des choses sur lesquelles on est plus prête à négocier, sur notamment la question de l'intersectionnalité. Et ça, il y en a certaines pour qui c'est chaud, quoi. Voilà, là-dessus. Mais, et d'ailleurs, Marielle Stein est une grande admiratrice de Julien Rochety. Oui, le long pour ça. Voilà. Il y a pas de 2 et puis 3. 4. Peut-être qu'on va prendre les 4 questions oui. Et qu'on va grouper, sinon tu vas devoir courir. Donc, on commence peut-être, allez-y. Moi, c'est rapide, je reviens 30 secondes sur les VARS. On donne de les VARS dans le lycée plutôt. Trop bien. Et on se rend compte que c'est des ateliers assez rapides, efficaces, pour enchaîner de ouf. Et est-ce que tu aurais un ou deux messages clés qu'on peut donner sur cette thématique-là je sais pas comment toi tu argumentes dans cette atelier sur le masculinisme. Ouais. Et Vars. Okay. Oui, l'autre question. Comment est-ce qu'on mesure concrètement la montée du masculinisme à travers les réseaux sociaux, les Instagram? Comment est-ce que c'est mesuré ça? Ok. Je vais marquer. Allez-y. C'est bientôt fini pour elle. Merci. Si vous avez un conseil à donner à un professeur qui aimerait aborder ce terme pour justement lutter contre, vous lui donneriez quel conseil aujourd'hui pour s'adresser à un public qui a 14, 15 ans, par exemple? C'est bon, ok. Et puis il y avait une question ici. Moi, je voudrais connaître le rôle des repentis, notamment de l'éducateur repenti. Là, ce sont des hommes qui parlent aux hommes, est-ce que c'est plus crédibilisé, bien entendu, Ok. T'as les 4 Repenti et Vars, que tu as écrit pour tes masculins. Sur les VARS sont un lycée, le masculinisme, je ne l'aborde pas, que je passe pas par ces entrées-là, parce que sinon, en fait, et ça rejoint un peu la question sur les profs, il y a très peu d'ados qui disent je suis masculiniste. C'est pas une identification. Il y en a certains qui vont dire une seule, mais en vrai, très peu. Par contre, moi je parle de stéréotypes de genre et d'internet. C'est-à-dire que j'arrive avec les questions de c'est quoi les cyberviolences, c'est quoi le cyberharcèlement, ce genre de choses, et on commence à partir de ça. Notamment des relations de couple, des idées reçues sur la sexualité, etc. Donc c'est plus l'objet internet en soi, ils vont finir par parler d'addiction. C'est sûr. Enfin, au bout d'un moment, en fait, ils vont dire, soit ils font des blagues là-dessus, ou sur Adévorant, un nombre d'ados qui m'ont appelé plus, en pensant qu'ils étaient méga drôles et que je les comprenais pas. Putain, moi aussi, je regarde TikTok, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Passer par là, parce que, surtout quand on parle masculinisme, il y a des garçons qui se crispent énormément. Ce qui rejoint ta question sur qu'est-ce que je dirais à un jeune prof si veut aborder cette question-là. Vous voyez les vidéos qu'on a regardées, moi ces vidéos-là, je les utilise en atelier, mais pas dans un truc de discuter du fond. Est-ce qu'on est d'accord avec Alice Chen qui dit les femmes, elles ne doivent pas payer leur part et qu'on reste où vous leur envoyez? C'est pas que ça ou pas. On fait de l'éducation média pure, c'est-à-dire de l'analyse d'image. Ce que je vous ai dit sur le col roulé à la Steve Jobs, le micro devant, etc., mais c'est ça que je fais avec les ados. C'est-à-dire, ok, avec cette image, si là, vous ne connaissez pas le mec qui parle, comment, tu vois, qu'est-ce que ça vous dit, comment on peut faire là-dessus pour essayer de décrypter un peu ça. Donc, ça, là-dessus, moi, je trouve que c'est une bonne façon, parce qu'au moins, les garçons, ils se crispent pas. Souvent, même, ils me disent, c'est un peu drôle et tout, il y a Alexis Michel. Mais ça permet, en fait, personne n'aime se faire avoir et se faire arnaquer. Ça marche bien avec les ados. Parce que j'ai la sensation, surtout que les garçons, la misogynie, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais un peu quand même. Enfin, ils sont en mode, ah non, moi, je suis pas misogyne et tout. Alors que passer par le côté, vous faites pas avoir par ce genre de mecs qui sont des manipulateurs et des influenceurs qui essayent de prendre votre attention, ça marche mieux. Sur la montée du masculinisme, comment on étudie ça scientifiquement? C'est très compliqué, je vais pas mentir. Parce que sur Internet, il est très difficile, mais impossible de savoir sur un nombre de vues, par exemple, combien proviennent de gens qui hate-watch, qui détestent, combien proviennent de gens qui adhèrent. Par contre, ce qu'on peut observer en termes d'études scientifiques, c'est ce que fait le Haut Conseil à l'égalité, par exemple, c'est de l'adhésion au discours. C'est-à-dire qu'on te donne une phrase et tu vas dire à quel point tu es d'accord avec cette phrase ou pas. Ça permet de mesurer. C'est comme ça qu'ils obtiennent ces chiffres-là. Ça reste relatif parce qu'on prend un échantillon qui est quand même assez petit, à quel point il est représentatif. Bref, ça pose plein de questions là-dessus. D'autre part, il y a un chercheur qui s'appelle Manuel Horta Ribeiro, qui travaille beaucoup sur la magnosphère, et lui, c'est une des seules études où j'ai, on va dire, quantitatives que j'avais réussi à trouver.
en 2019, donc avant le Covid, lui, il avait identifié 1 million de comptes masculinistes anglophones sur Reddit. Différentes. Voilà, parce qu'il avait fait une étude comparative. En gros, est-ce que les comptes masculinistes étaient aussi des comptes MAGA? Il avait essayé de... Est-ce qu'il y avait un lien entre les deux? Oui, mais... mais voilà, donc il commence à avoir des études là-dessus. Francophone quasi inexistante, anglophone un peu, mais ça demande... En fait, c'est un taf de computer science et de... Tu vois, enfin, c'est très difficile à... En fait, on peut faire soit de l'adhésion de discours, soit peut-être de la montée de trends sur les réseaux sociaux, mais ça reste toujours... un peu compliqué à évaluer, donc on va pas mentir que c'est compliqué à évaluer, ce qui rend aussi notre portée non argumentative faible, parce qu'en fait, moi j'ai plein de gens qui m'ont dit elle hallucine, l'hystérique de service là, donc voilà. Et pour les repentis souvent ils sont petits, parce que qui est repenti n'est pas, ça veut pas dire qu'il sera repenti toute sa vie. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pour que quelqu'un replonge dans ses lieux de travers. Mais par contre, oui, il y a un vrai effet, à mon sens, d'hommes qui parlent aux hommes, notamment pour faire de l'EVARS. Maintenant, moi, je fais de l'EVARS en non-mixité. En fait, on a une séance en mixité et 2 séances en non-mixité. Moi, je prends les filles, enfin, un confrère qui prend les garçons. Et sur les groupes de parole, les mecs sont plus à l'aise de parler à un homme, ce qui est compréhensible aussi sur leurs enjeux. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à avoir des groupes de parole, des ateliers menés par des hommes qui sont sensibilisés à toutes ces questions. Parce que, en fait, moi, j'arrive, je fais 1m12, j'arrive avec une classe, bien sûr, ils n'ont pas envie de m'écouter, je comprends en fait. Enfin, je veux dire, de leur position, je comprends de fou. Alors que quand j'ai mon collègue qui a 50 ans, qui arrive avec ses grosses flaguettes, et en impose de ouf. En fait, il y a ce truc de mec à mec, on connaît l'expérience, et ils ont raison aussi dans le fait que, moi, il y a beaucoup d'ados qui m'ont dit, mais madame, vous savez pas ce que ça fait de grandir en tant que garçon. C'est vrai, absolument. Et donc, de fait, je pense que c'est intéressant qu'ils soient avec des gens qui partagent cette expérience-là, et aussi des modèles adultes masculins non toxiques, on va dire, vers lesquels ils peuvent se projeter s'ils n'ont pas ça autour d'eux. Donc oui, je pense qu'il y a un intérêt là-dessus. Il est 19h30. Je me rappelle des erreurs de la révolution. Alors, on se retrouve. Parce que moi, à 19h, j'ai une émission Twitch. Mais merci beaucoup, en tout cas, à tous et toutes. Vous êtes un public de feu en général. Donc, j'arrête de faire. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et voilà. Continuez à